J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est de la poudre de perlimpinpin. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Je vous demande de vous arrêter. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Bonjour, ça reste entre nous sur Radio J, l'émission politique comme nulle part ailleurs. Les meilleurs spécialistes réunis pour expliquer les coulisses, décrypter les choix, les stratégies, les réussites et les petits malheurs de nos femmes et de nos hommes politiques, le tout sans la moindre langue de bois. C'est rare et c'est tous les mercredis 21h sur Radio J. Alors, cette semaine, bien sûr, on va s'intéresser à la gifle, puisque c'est l'expression consacrée. La gifle, la claque, le camouflet reçu par le gouvernement après la motion de rejet de sa loi sur l'immigration adoptée par les députés lundi. Quel scénario maintenant ? On va aussi s'intéresser à la volonté du président, c'est normal, vu le sujet précédent, de passer vite à autre chose, le plus vite possible, en l'occurrence à l'économie et à la lutte contre le chômage. Et enfin, last but not least, on va revenir sur un épisode qui a fait beaucoup de bruit, l'allumage de la première bougie de Hanouka jeudi dernier à l'Elysée, en présence du président Macron, atteinte à la laïcité ou non. Décryptage tout de suite avec nos invités. Alors pour en parler autour de la table, l'élite des éditorialistes, les Top Gun du décryptage, la crème de la crème. Et aujourd'hui, bien sûr, c'est la Dream Team, comme souvent, mais particulièrement aujourd'hui. Tout d'abord, l'indispensable Émilie Zapalski, communicante, éditorialiste, présidente de l'agence Émilie Conseil. Bonsoir Émilie. Bonsoir David. L'inévitable Frédéric Dabi, directeur général de l'Institut de sondage IFOP. Bonsoir Frédéric. Bonsoir David. Et l'incontournable Michael Bloch, journaliste aux Échos.fr. Bonsoir Michael. Bonsoir David, bonsoir à tous. Et je vous rappelle la règle du jeu, même si vous la connaissez bien sûr, pas de off, pas de langue de bois, vous pouvez vous livrer sans phare, vous lâcher, tout nous raconter, bien entendu, tout ceci reste entre nous. Alors on le disait, camouflet extrêmement sévère pour l'exécutif, ou peut-être même un coup d'arrêt. Lundi après-midi, l'Assemblée nationale a retoqué par 270 voix contre 265, à 5 petites voix près donc, c'est maigre. Le projet de loi de Gérald Darmanin sur l'immigration, la procédure, c'était une motion de rejet, donc, qui permet de refuser un texte avant même le début des débats. C'est un coup de tonnerre pour le gouvernement, un coup d'arrêt pour une loi que le ministre de l'Intérieur porte depuis plus d'un an et dont on a régulièrement chroniqué ici sur ce plateau les dévoirs. Frédéric, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé quand on est sur une majorité relative, une assemblée où la coagulation de tous les ennemis du gouvernement peuvent déboucher sur un gouvernement renversé quand il s'agit d'une motion de censure. Là, c'était beaucoup plus léger. Une motion, un vote de rejet. L'ancienne motion d'irrecevabilité, c'est arrivé une fois en 98 au moment du Pacs, parce qu'il n'y avait pas assez de députés socialistes et de la gauche plurielle pour défendre le Pacs. Là, c'est vrai que ça prend une tournure dramatique pour le gouvernement. Alors, je vais nuancer à un double titre. D'une part, on sait que du point de vue de ce qui m'intéresse, le regard des Français, on sait que la scène parlementaire n'est pas une scène visible par les Français. Les CMP, une motion de rejet, ça ne parle pas à tout le monde. Un peu technique. Loin de là. Mais, il y a un mais. Dans le baromètre IFOP fiducial pour Paris Match, on avait vu que ce projet de loi suscitait de l'intérêt des Français. Dans toute une série d'enquêtes, on voyait qu'il était dans l'ensemble soutenu. Les différentes dispositions de ce projet de loi étaient soutenues. Et une fois de plus, il y a un gap entre une fracturation du champ politique sur ce projet et un projet beaucoup plus consensuel auprès des Français, puisque l'immigration est un sujet qui avant clivait beaucoup l'opinion publique, et désormais il y a des points de convergence. La conséquence majeure, là où il y a effectivement un camouflet, un drame pour le gouvernement, c'est que la grille de lecture, la grille d'appréhension de ce gouvernement, de cet exécutif en termes d'inaction, en termes de « il se passe plus rien », en termes d'impuissance, en termes de « à quoi bon ce quinquennat ?» s'installe, s'enracine, s'enquisse comme grille de lecture principale. Émilie, justement, un mot sur cette coalition hétéroclite qui a permis de retoquer le texte sur l'immigration. Toutes les oppositions ont voté la fameuse motion de rejet, la NUPES, le RN, mais aussi les LR et le PS. Et d'ailleurs, ça a été fustigé par le président de la République hier en ouverture du Conseil des ministres, qui a mis un petit tacle aux deux anciens partis de gouvernement qui ont gouverné la France pendant plus de 40 ans. Mais je pense que ça, c'est un point de non-retour. C'est le point le plus important, je pense, dans cette motion de rejet du gouvernement globalement. C'est pas forcément que du texte de loi, c'est du gouvernement. Et cet agrégat des extrêmes, c'est la première fois que ça se passe, que ça réussit. On avait vu, c'était passé à ça près pour une motion de censure à 9 voix. C'était la proposition de
Lyotte à l'époque. Et là, ça passe. Donc il y a quelque chose de l'ordre de... On est passé dans une autre dimension. On peut s'opposer au gouvernement et réussir son coup, même s'il faut s'allier avec ses ennemis, puisqu'en effet, comme vous l'avez dit, l'extrême droite et l'extrême gauche. Je pense que ça, c'est un signe très très fort. La deuxième chose, c'est une espèce de limite ou d'échec du en même temps. Sur le régalien, ça marche pas. On peut pas à la fois faire des quotas d'immigration, être ferme et à la fois ouvrir les portes. C'est pas compréhensible, même si les Français le souhaitent, puisque, comme vous l'avez dit, il y a un soutien énorme et de plus en plus pour ce sujet-là, évidemment, avec le contexte qu'on vit actuellement, avec le terrorisme, avec tout ça. Mais on n'arrive pas à faire les deux. Et je pense que c'était un petit peu grossièrement fait depuis 1 an et demi, c'est-à-dire on va saucissonner le texte pour faire voter un peu à droite, un peu à gauche. On va négocier, on va taper les uns, taper les autres. Gérald Darmanin n'a pas brillé, je trouve, par la négociation qu'il a faite. C'était pas très fin. Et ça, c'est un dernier point. La politique aussi à l'ancienne, la politique à l'ancienne, très visible, un peu grossière. Pas très nouveau monde macronien, finalement. Non, pas très nouveau monde, ça c'est sûr. Mais je dirais qu'Elisabeth Borne peut-être est plus douée pour le faire en dessous et de manière un petit peu plus fine. Mais là, c'était assez grossier. C'est un échec pour Gérald Darmanin qui a, depuis le début, dès qu'il essaie de s'émanciper, souvenez-vous, sa rentrée au mois d'août qui a été complètement rattrapée par le col par Elisabeth Borne. On voit qu'il a du mal à s'émanciper. Il rêvait probablement à 2027 un peu trop tôt. Là, ça fait beaucoup d'échecs. Ça fait un échec aussi personnel, il me semble. Alors, justement, on va écouter Gérald Darmanin sur ce point. C'était lundi soir, peu après la gifle reçue à l'Assemblée nationale. Gérald Darmanin, aux 20h de TF1. Gérald Darmanin, merci. Je pense que, indépendamment de ma personne, ce qui est inquiétant aujourd'hui dans notre démocratie, c'est que l'immigration, qui est un sujet crucial pour les Français, crucial pour le monde qui nous entoure, quand tous les pays autour de nous débattent, adoptent des dispositions nouvelles, bien, il y a eu cette immigration, elle a été un peu pris en défaut dans le débat démocratique. Et je constate que l'alliance des contraires, du RN, DLR, de la NUPES, qui pensent absolument différemment. Certains veulent beaucoup plus d'immigration, d'autres plus du tout. Certains veulent sortir de l'Europe, d'autres veulent plus d'Europe. Eh bien, se sont mis d'accord pour faire tomber, pour des raisons de politique aérie, le texte du gouvernement. Ça, c'est le texte. Vous concernant vous faisiez fort, depuis plusieurs semaines, de faire passer ce texte, de trouver une majorité. Vous ne l'avez pas trouvé. C'est un échec politique, c'est un échec personnel. Oui, bien évidemment que c'est pour ça que j'ai présenté, parce que je suis un homme d'honneur et que le Parlement compte. Je suis député moi-même et qu'il fallait que le président de la République tranche. Il a tranché. Je constate que la motion de rejet et cette alliance des contraires qui a choisi la politique politicienne, qui n'a pas choisi l'intérêt général, et de voir des LR faire la béquille du Rassemblement national et de la réjouissance de Mme Le Pen, ça me fait mal. Alors, coup dur, effectivement, pour le ministre de l'Intérieur qui a, dans la foulée, présenté sa démission au président Macron, lequel l'a refusé. Mais ça, c'est pour la forme. Est-ce qu'il est grillé, Gérald Darmanin, Michael Bloch, il vient de reconnaître un échec et évidemment il y est très fortement identifié. Grillé, je sais pas, c'est peut-être un peu tôt pour le dire. Ce qui est sûr, c'est que c'est un échec très lourd pour lui, notamment parce que effectivement il avait lancé sa rentrée à toute balle, si j'ose dire, avec à Tourcoing et voilà, il était réunion un peu autour de sa personne, lancement de sa petite entreprise. Voilà, pour 2027. Et oui, il misait beaucoup sur ce projet de loi, sur montrer que c'était un fin politique et qu'il allait réussir là où personne d'autre ne pourrait réussir face à cette majorité relative. Donc c'est un échec. Après, il y a les arguments qu'il donne qui sont pas totalement faux. En tout cas, aujourd'hui, c'est un échec grave pour le gouvernement, l'impuissance, on l'a dit, mais du côté de la NUP, ils ont fait un coup politique assez fort, mais qui risque de se retourner très fortement et très rapidement contre eux. Vous voulez dire ? Parce que le projet de loi, donc il y a une commission mixte paritaire qui va se réunir en début de semaine prochaine, qui sera sur la base de ce qui avait été voté au Sénat. Donc, en gros, on va avoir un texte plus dur, exactement. Donc, oui, mais s'il n'est pas voté. Oui, c'était un one shot. S'il n'est pas voté, donc s'il est retiré, si on n'utilise pas le 49.3, ce qui est la promesse a priori, en tout cas, ce qui semble, on en semble entendre dire qu'il n'y aurait pas de 49.3 pour ce texte. S'il est retiré, moi j'avais envie de dire tout ça pour ça, quoi. Oui, mais Émilie, 49.3, on a eu quand même des promesses, je pense bien sûr, à la réforme des retraites de ne pas l'utiliser. La loi Macron de 2015. Non, mais ce que dit Michael est extrêmement intéressant, et je reviens sur ce que j'ai dit, ça accentue le fossé. Oublions l'ensemble des Français, regardons entre guillemets le peuple de gauche, entre cette NUPES moribonde, ce qu'il en reste, qui fait ce coup,
qui n'a pas voulu défiler, je parle de LFI le 12 novembre, avec l'extrême droite, et qui a mêlé ses voix contre l'antisémitisme, la fameuse marche initiée par Gérard Larcher et Yael Braun-Pivet. D'un côté, elle veut pas défiler, elle a le droit, et de l'autre, elle mêle ses voix. C'est deux choses différentes, mais ça peut être compris de la même manière. La question de la cohérence est absolument centrale, et je le répète, le peuple de gauche, les sympathisants de gauche, les Français, attendaient un texte, attendaient dans un moment où, il faut le dire, l'immigration n'est pas la première préoccupation des Français. Dans une enquête fiduciale pour Sud Radio, c'est la 10e, mais ce n'est plus une préoccupation que je qualifierais d'autonome, d'hermétique. On la lie, vous en avez parlé, à l'insécurité et au terrorisme. La phrase que faisait par le passé Jean-Marie Le Pen, il faut le dire également, y compris à Radio J, une majorité de Français font ce lien insécurité-immigration. Les jeunes font un lien immigration-climat, les réfugiés climatiques. Les gens très à droite disent le niveau baisse, le classement PISA est mauvais, c'est peut-être à cause de l'immigration. Les Français attendaient de l'action, attendaient un projet de loi. Et du côté de la gauche, il va y avoir une fois de plus, et c'est le 10e, 12e sujet, un décalage entre ce que fait la NUPES et les filles et ce que demandent les sympathisants de gauche. Mais aussi, vous le disiez tout à l'heure, un décalage entre ce que font les députés de manière générale et l'opinion générale, puisque les oppositions coalisées ainsi ont retoqué une loi qui est soutenue, dont les dispositions à la fois répressives mais aussi humanistes en ce qui concerne la régularisation des travailleurs sans papier, est soutenue à 80%, je crois, par l'opinion. Tout à fait. Je vais vous donner 2 chiffres. La régularisation de sans-papiers sur des métiers en tension est soutenue par une majorité de sympathisants LR. Vous voyez, ça en dit long sur l'imaginaire LR. Et le fait d'expulser des délinquants condamnés à l'issue de leur peine de prison est soutenu par 3/4 des sympathisants de gauche, 85% du côté de l'ensemble des Français. Les lignes bougent, mais le personnel politique, c'est pas du poujanisme, ne s'en rend pas compte que sur énormément de sujets, l'immigration, le climat, les services publics, l'insécurité, le clivage gauche-droite reste prégnant, mais il s'est terriblement atténué, voire affadi. Émilie, c'est quand même compliqué de constater à quel point les députés, par des manœuvres politiciennes diverses et variées, pour des raisons très différentes, puisqu'on a vu qu'il y avait un attelage de la carpe et du lapin, c'est l'expression aussi consacrée, sont totalement en décalage avec les attentes des Français. Je suis pas sûr qu'ils soient vraiment en décalage, parce que les Français, ils veulent aussi ça, ils veulent de l'opposition. C'est comme ça qu'ils ont voté l'Assemblée, ils ont fait une espèce de proportionnel avec l'élection législative. Et c'est ce qui s'exprime là, c'est-à-dire... Ils n'ont pas voté pour la paralysie, par contre. Non, ils n'ont pas voté pour la paralysie, mais on va voir ce qui va se passer. Moi, je pense que c'est la façon... Le gouvernement qui est si attaché à la méthode, c'est la méthode qui a péché. C'est cette méthode parce qu'on a vu cette volonté de marquer des points et pas forcément d'être sur le fond. Le fond, il est arrivé au fur et à mesure parce qu'il y a eu ces questions d'insécurité, de terrorisme et de sujets du Proche-Orient aussi, de Arras, des événements qui se sont rajoutés. Et encore une fois, de manière très opportuniste, Gérald Darmanin a dit, allez, on va accélérer le calendrier. Souvenez-vous, hein, on a accéléré le calendrier. Et je pense que les Français et les Françaises ne sont pas naïfs. Ils voient bien cet opportunisme politique et le sujet de fond. Et quelque part, ça s'est un peu mélangé. Si le gouvernement allait jusqu'au bout de sa démarche, qu'il aille complètement à droite et qu'il assume cet accent à droite, ce qui finira peut-être par faire par un éventuel remaniement, et qu'il assume des choses si dures, si fermes, comme ça a été la version qui est sortie du Sénat. Mais c'est même pas le cas. Le gouvernement, il va qu'à moitié. C'est ça que les Français veulent pas. Et là, on a la preuve que la méthode est pas la bonne. Et encore une fois, je pense que ce en même temps qui a été choisi pour ce texte, qui a en plus permis des paroles très décomplexées. Vous avez parlé du rapport entre l'insécurité et l'immigration. Alors là, on a eu tout. Hein. On a eu tout dans les télés, partout, sur le lien entre ça. On a eu tout sur les enfants d'immigrés, même s'ils sont français. Hein. S'ils sont arabes, c'est louche. Enfin, on a vraiment eu tout un festival. Le texte a permis ça. C'est vrai qu'il y a une vraie libération de la parole. Sans discussion, c'est ça qui est fou. Enfin, juste le passage au Sénat. Et ce en même temps, un peu gentil avec les gentils. Hein. C'est même caricatural ce qu'il disait. Gentil avec les gentils, méchant avec les méchants. Eh ben, ça ne marche pas. Ils sont face à cet échec. Et moi, je dirais, tout ça pour ça. Hein. Si le texte est retiré à la fin, tout ça pour ça, c'est quand même fou, quoi. Alors, plusieurs options sont possibles. On va pas ici faire de la politique fiction, mais on les rappelle. Retrait du texte, même si Macron n'en veut pas. 49.3, même si Macron n'en veut pas. Dissolution, même si la chanson. Il va s'arrêter de respirer si ça passe pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est la crise politique. Et surfant sur cette crise, eh bien, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, vient d'expliquer qu'il peut désormais, je cite, être un premier ministre de cohabitation. Est-ce que c'est crédible ou est-ce que c'est tout simplement, Michael Bloch, le signe que le RN prend la confiance, comme disent les jeunes? Oui, ils prennent un peu la confiance. Et je trouve qu'il y a une chose qui n'a pas été totalement remarquée dans ce qu'il a dit, Jordan Bardella. Il a dit que
il pourrait être Premier ministre de Emmanuel Macron. Il a pas dit Marine Le Pen pourrait être Premier ministre d'Emmanuel Macron. Oui, parce qu'elle a refusé le poste. Oui, non, mais il a pas dit le RN pourrait prendre la tête d'un gouvernement. Il a dit Jordan Bardella. Bon, c'est entre parenthèses, il peut y avoir au RN aussi des frictions ou en tout cas des sortes de divisions avec un Jordan Bardella, effectivement, qui est quelqu'un. Alors c'est pas le RN, c'est Jordan Bardella qui prendrait la confiance d'après vous. C'est lui qui est en train de mener la liste aux européennes, qui est crédité, je parle sous le contrôle de Frédéric Dabi, d'environ 30% des voix, ce qui serait un score historique pour le Rassemblement national. C'est 25. Aux européennes, donc ils sont en tête pour l'instant de loin, et celui qui est à la tête de cette liste, c'est Jordan Bardella. C'est pas Marine Le Pen. Donc peut-être que lui, il essaye aussi, en faisant une sorte de prise de judo, qu'on voit bien que lui qui n'est pas à l'Assemblée essaye aussi de surfer sur cette vague du rejet du projet de loi immigration. Moi j'ai l'impression qu'ils jouent un jeu quand même assez intéressant, hein, Marine Le Pen et Jordan Bardella, depuis le début. Ils sont dans un en même temps eux aussi. Un en même temps où Marine Le Pen joue le pouvoir d'achat, la douceur, la chaleur, la mère de la nation qui s'occupe des territoires ruraux, de cette France un peu oubliée. Et puis on a un Jordan Bardella qui assume le mot même de grand remplacement, ce qui n'est pas le cas de Marine Le Pen. Beaucoup plus identitaire. Et qui est beaucoup plus identitaire et beaucoup plus ferme. Et comme par hasard, c'est lui qui s'exprime et qui se veut Premier ministre dans ce sujet de l'immigration. On sait toujours qu'on préfère toujours l'original à la copie. Je pense qu'il y a cette petite musique-là de dire, attention, c'est nous qui avons les forces sur le sujet de l'immigration et du sécuritaire. Justement là-dessus, parlez-nous un petit peu de la cote d'opinion générale de Jordan Bardella dans cette période. De cette la perspective qu'évoquait Michael de faire un très très haut score aux européennes. Et puis 3, est-ce que vous pensez que tout ça, mis bout à bout, pourrait lui donner l'envie de chatouiller un petit peu Marine Le Pen et d'aller lui contester la candidature en 2027. Mais je trouve que depuis quelque temps, on est sur un moment d'opinion qui bénéficie à 2 personnalités de la next-gen, comme on dit au tennis. Gabriel Attal, qui est dans le baromètre IFOP fiducial pour Paris Match et Sud Radio, est la seule personnalité du gouvernement qui reste stable. Il a une majorité de bonnes opinions. Il a 3 points seulement, 4 points seulement d'Édouard Philippe. Et Jordan Bardella, symboliquement, c'est les 20 ans du baromètre Paris Match, il progresse de 15 places, de 6 points, et il est devant Marine Le Pen. Ça vous rappelle du passé, Maigret-Le Pen, Balladur-Chirac. C'est compliqué. D'un côté, j'entends ce que dit Émilie, c'est vrai que pour Marine Le Pen, c'est une chance historique d'avoir un numéro 2 identifié, populaire. Florent Philippot était identifié, mais il n'était pas populaire. Il était techno, c'était la tête un peu pensante. Elle peut jouer le retrait. Cet été, elle a fait 5-6 tweets, elle a laissé Jordan Bardella être sur le terrain. Elle peut prendre du champ, elle peut se présidentialiser, mais l'appétit vient en mangeant. Vous avez raison, Mickaël, dans les enquêtes préélectorales, elle va ce qu'elle valent, mais sincèrement, puisque ça reste entre nous, qui imagine un Jordan Bardella et un RN qui ne serait pas en tête le 9 juin prochain, comme en 2014. Les chiffres, il est entre 25 et 28%. Il y a une enquête IFOP qui va sortir dans quelques jours. Je fais un peu de teasing. Et elle sera bonne. L'impact Crépol. On oublie l'impact Crépol. Le fait que le RN se positionne comme alternative. Et sur la question européenne, pendant la campagne, on parlera d'immigration. On parlera migrants. Que diront les forces d'opposition non RN ou le gouvernement? Il ne s'est rien passé là-dessus. Donc maintenant, est-ce qu'il peut supplanter et être un candidat de substitution de Marine Le Pen? Personne ne peut le dire. Je note que, sauf s'il y a une dissolution, il n'y aura pas, à part les européennes, le moindre scrutin national dans le cycle électoral 2022-2027. Et on verra que le gagnant, ce sera Bardella. Ne sous-estimons pas Marine Le Pen, la marque Le Pen. D'autres ont essayé, si je puis dire, de prendre le magot du FNRN. Et ça n'a pas complètement réussi. Lilliput, comme vous vous souvenez, avec Bruno Maigret. Absolument, on se souvient de Bruno Maigret. Mais c'est pas le contexte, c'est pas le contexte. Ouais, c'est vrai. Mais Émilie Zapalski, est-ce que, alors que dans le passé, tous ceux qui ont tenté de s'emparer de la marque Front National puis Rassemblement National ont échoué face aux représentants de la famille Le Pen, est-ce que là, d'après vous, ça pourrait marcher, puisque on dit souvent que le nom de Le Pen est aussi le principal obstacle à l'arrivée de Jean-Marie Le Pen, puis de Marine Le Pen aujourd'hui au pouvoir. Ça va être terrible comme exercice pour moi, mais je vais mettre en avant les qualités de Jordan Bardella, parce qu'en effet, il en a. Fils d'immigrés, il a vécu sa jeunesse en Seine-Saint-Denis. Il n'a pas le nom, en effet, il est bon. Il n'a pas le passif. Il n'a pas le passif. Né en 95. Il est jeune.
Il est bon, il répond, il est propre sur lui. Il y a beaucoup d'atouts qui vont sur lui et il assume en effet ses positions fermes. Alors ce qui est intéressant par rapport à ce que vous disiez de Gabriel Attal, c'est aussi quelqu'un qui est assez ferme sur ces sujets. On se souvient de l'abaya tout récent qu'il a interdit à l'école. Mais je pense que oui, Jordan Bardella, ça peut être un essai réussi. On voit, moi je suis persuadée que Marine Le Pen, il y aura toujours quelque chose au bout du bout qui fait qu'elle ne peut pas être élue. Le nom pèse. Moi je pense que le nom est tout d'historique. C'est un scrutin à 2 tours. Ça pèse. Et puis, on se souviendra toujours de ces failles. D'ailleurs, ça avait un peu recommencé au débat de l'entre-deux tours, là, de 2022. Même si c'était moins catastrophique que 2017, c'était véritablement une catastrophe. 2022, c'était bon au début. Et puis, ça s'est un peu effrité. Il faut dire que Macron était très arrogant en face. Oui, sur pas mal de sujets, c'était pas encore là. On a l'impression que Jordan Bardella, sur des sujets, il peut monter en puissance. Et puis, au fur et à mesure, être très, très bon. Votre avis, Michael, très rapidement pour conclure cette partie. Bardella versus Le Pen, c'est possible ? Oui, à un moment, je pense que ça va être un des enjeux effectivement des prochaines années. Je voudrais juste faire un petit point sur LR. Je trouve qu'on en a pas assez parlé, notamment. C'est étonnant. Ouais. Parce qu'on a vu la photo générale, mais il y a l'arrière-plan de la photo, et l'arrière-plan de la photo, c'est encore une fois LR finit divisé sur un des grands sujets structurants pour la droite. Le seul qui lui reste finalement. Voilà. Et ils ont terminé divisés sur les retraites, et là ils sont quand même assez divisés sur le projet de loi immigration, puisque les sénateurs avaient fini par accepter un projet certes plus dur, mais il n'était pas du tout dans un rejet, c'était beaucoup plus constructif. Et là, on a vu sur la motion de rejet qu'il y a un tiers des députés LR qui ont refusé de voter cette motion de rejet. Donc, effectivement, on est sur d'autres plans en ce moment, c'est-à-dire la photo, ce qu'on voit tout de suite, c'est-à-dire l'impuissance du gouvernement et la victoire tactique des LR, mais il y a vraiment absolument rien qui n'est résolu. Et avec la commission paritaire qui va se réunir en début de semaine prochaine, où on sait que les sénateurs LR sont extrêmement importants, puisqu'il y en a 3, je crois, et il y a 3 LR et un centriste. Et donc, on va voir aussi ces divisions qui s'étaient déjà vues au moment de la réforme des retraites entre les sénateurs et les députés. Elles peuvent ressurgir. Donc, attention, va falloir suivre ça de très près, même si ça reste entre nous. Donc, une victoire tactique. Une victoire tactique qui est un peu l'arbre qui cache la forêt des problèmes des Républicains. Merci pour toutes ces explications instructives. On se quitte quelques instants, on se retrouve très vite pour évoquer la volonté du président qui veut très très vite passer à autre chose. À tout de suite. Ça reste entre nous. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J. Vous écoutez Radio J. Radio J. אני כאן להישאר, ואת לא כאן להיזהר, אנחנו גנגסטרים עליהם. רדיו J. يا نبينا يلا يا حبيبي يلا نفرح ونقول ما شاء الله. تل אביב يا حبيبي تل אביב, תסתכל כמה לירדים מסביב. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Uniquement sur Radio J. Radio J. Docteur Jean-Michel Cohen, bonjour. Bonjour Serge. Bonjour Manuel Valls. Bonjour. Gilles William Gonadel, bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est Sophie Cluzel. Réveillez l'informé qui est en vous. Écoutez Radio J. Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Ça reste entre nous. Ça reste entre nous sur Radio J. Émilie Zapalski, Frédéric Dabi, Michael Bloch. On passe au deuxième sujet de notre débat. Alors, on vient d'évoquer la gifle reçue, pardon pour le cliché, puisque tous les confrères de la presse écrite ont utilisé la gifle reçue par l'exécutif donc sur le texte immigration. Figurez-vous que le président n'a qu'une idée, c'est de passer à un autre sujet. Il n'a pas du tout envie de voir son gouvernement s'épuiser sur ces textes encore pendant des semaines. Il l'a d'ailleurs dit au Conseil des ministres. Hier, il a
expédier le sujet immigration en quelques phrases au début, puis passer à autre chose. Donc son objectif, c'est de revenir à son cœur de cible, l'activité économique, la croissance, la lutte contre le chômage. Je rappelle qu'en octobre 2021, après la crise sanitaire, le président présentait son plan France 2030, un plan à 54 milliards d'euros pour faire émerger les champions de demain, notamment les avions bas carbone, la voiture électrique, les petits réacteurs nucléaires, j'en passe, et des meilleurs. Bien, il a bien l'intention d'y revenir. Il était d'ailleurs lundi à Toulouse pour le promouvoir, ce plan, et quand il est rentré dans l'avion, il a appris ce qui s'était passé à l'Assemblée nationale. C'est quoi cette volonté de passer à l'économie? C'est un retour aux sources, selon votre expression, Frédéric Dabi. C'est un retour aux sources, mais pardon de le dire, ça pouvait avoir du sens en 2017, en termes de rupture de distinction par rapport à l'ère Sarkozy et à l'ère Hollande. Là, pardon de le dire aussi, c'est complètement hors sujet. Est-ce que 54 milliards, France 2030, la lutte contre le chômage, parle aujourd'hui aux Français? Non. Dans l'enquête dont je parlais tout à l'heure, et tenez-vous bien, parce que ça montre qu'on a changé de paradigme, la lutte contre le chômage n'est plus que la 13e préoccupation des Français. Ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé parce que ça va mieux. Parce que ça va mieux, parce qu'il y a la petite musique des métiers sous tension, parce qu'il y a aussi une opinion publique, y compris à gauche, qui dit oui, les chômeurs pourraient trouver du travail s'ils le voulaient vraiment. Et maintenant, le problème, David, l'injustice, c'est plus le chômage, c'est avoir un travail qui paye mal. Donc, et n'oublions pas, on parlait tout à l'heure, je sais plus si c'est en off ou tout à l'heure, du débat de Marine Le Pen. Non, c'était pas en off. Du débat de Marine Le Pen. De toute façon, tout reste entre nous. Tranquille. Ma précision n'a aucune importance. Le seul moment dans le débat d'entre-deux tours de 2022 où elle a pris le dessus sur Macron, c'est lorsqu'il parle au tout début du pouvoir d'achat. Emmanuel Macron parle et vante la prime Macron. Marine Le Pen dit « Oh là là, mais quand vous allez chez le banquier, ce qui compte, c'est le salaire, c'est la rémunération. » Dans les enquêtes de l'IFOP faites en direct, c'est là où elle a marqué beaucoup de points. Donc, oui, il est en contre-programmation par rapport au débat à l'Assemblée. Je croyais me souvenir qu'un président, quand il y avait un débat important à l'Assemblée, cherchait à ne pas être trop visible. Il l'a fait. Et puis, il se comporte un peu comme un super ministre de l'économie et des finances, alors qu'il y en a un qui est très bon, c'est Bruno Le Maire, et qui est là depuis 7 ans. Donc là, je prouve que, oui, ça va parler bien sûr aux Français, mais ce n'est pas complètement au cœur de la préoccupation. Émilie. Moi, il me semble qu'il y a quand même des aspects de ce plan France 2030 qui pourraient parler, mais il ne le fait pas dans ce sens-là. Et est-ce qu'il est connu, ce plan? Non, mais c'est sur la partie réindustrialisation, sur la partie refaire vivre des villes moyennes ou des petites villes, parce qu'on sait que l'industrie s'implante dans ces villes ou est déjà dans ces villes. Donc, des questions d'aménagement du territoire qui vont toucher cette France périurbaine qui se sent abandonnée, qu'on a vu aux Gilets jaunes, au moment des Gilets jaunes. Et ça, il aurait pu prendre cet axe-là. Il l'avait un peu fait au moment des 100 jours d'apaisement et d'action avec sa séquence réindustrialisation qui avait pas mal marché. 100 jours d'apaisement qui avait suivi la réforme des retraites et pour aller très vite et changer de sujet. Il a raison sur ça, c'est-à-dire de changer de sujet, ça marche quand même. Il a raison de vouloir aller vite, là, CMP, donc commission mixte paritaire pour le texte de loi sur l'immigration. Il a raison parce que la plupart du temps, ça lui a donné raison de faire ça, c'est-à-dire qu'on est passé, regardez la réforme des retraites, finalement, on a réussi à tourner la page. Maintenant, pour revenir sur cette question, oui, c'est décalé et surtout, il a des problèmes parce que ces 54 milliards, il y en a que 7 qui sont déjà distribués. On voit très peu. Il s'énerve lui-même. Hein. Là, hier, il a dit accélérer. Il avait dit aux PME, aux entreprises de taille intermédiaire, réveillez-vous. Il s'énerve un peu. On sait qu'en Europe, ça va pas très bien, l'investissement. Et surtout, ce point dont vous avez parlé sur le salaire, on est vraiment loin derrière. Les critères sociaux, aux États-Unis, ils ont compris le truc. Ils ont compris qu'il va falloir, si on veut réindustrialiser, relocaliser, il va falloir donner des gages sur les conditions sociales, sur les salaires. Surtout qu'aux États-Unis, Joe Biden est en campagne pour sa réélection. Il veut tout réintégrer et son Business Act justement pour réintégrer les entreprises françaises, les entreprises américaines. Et ben là, en France, ou en Europe globalement, on n'est pas bon. Et en France, je pense que Macron a loupé cette étape du travail, des salaires qui est là depuis longtemps, qui va lui revenir. C'était les gilets jaunes et même avant, il y a des boîtes qui ont commencé à augmenter parce qu'elles ont compris qu'il y avait un rapport de force différent, qu'il fallait attirer les ingénieurs, les jeunes. Il n'a pas encore compris ça, il n'est pas encore dans cette séquence-là et ça lui reviendra à un moment comme un boomerang sur le visage. Est-ce que vous êtes d'accord, Michael? Est-ce que c'est parce qu'il est fragilisé sur la scène politique nationale avec donc la loi immigration, mais aussi les secousses de la guerre entre Israël et le Hamas, qu'il n'a pas forcément géré avec beaucoup de constance, on va dire, pour rester dans l'euphémisme. Est-ce que c'est pour cela qu'il tente de se relancer
avec l'économie, quand ça va mal sur un terrain, on essaye de passer à un autre terrain. Oui, je suis en partie d'accord avec vous, mais qu'en partie d'ailleurs, parce que je trouve que ça va pas très bien sur le plan économique aussi. Le chômage a commencé à remonter, la croissance est prévue en 2024, enfin je vais pas abreuver nos auditeurs du chiffre, mais selon les prévisions du gouvernement, de 1,4%, donc c'est-à-dire et encore c'est des chiffres assez optimistes du gouvernement, donc c'est une croissance qui est en fait relativement atone, et le point le plus important, c'est la manière dont les gens le ressentent. L'inflation a certes commencé à baisser, mais est-ce que les gens le ressentent encore tout à fait? Pas forcément quand ils vont faire leurs courses en supermarché. Et il y a un point qui est extrêmement important, et moi je trouve qu'on n'en parle pas assez dans le débat public, c'est la question du logement. Avec la hausse des taux, il y a 1 million de personnes qui cherchent à acheter chaque année, sans compter ceux qui réfléchissent à acheter, ou que c'est leur rêve, etc. Et c'est un sujet qui crée énormément de frustration, énormément de jalousie, et qui peut avoir des conséquences politiques extrêmement graves, puisqu'on se dit moi je peux pas acheter la maison ou l'appartement que je voulais, donc je vais vivre avec moins bien que mes parents. Voilà, c'est quelque chose où on s'y retrouve, on le voit tout de suite, et là sur le logement, avec des taux à 4%, il y a plein de gens qui peuvent pas emprunter, les loyers augmentent, c'est une question qui est absolument centrale, et dont on ne parle pas assez. C'est vrai dont on n'a pas du tout parlé, notamment pendant la campagne présidentielle, puisqu'on rappelle que les 3 priorités, c'était 1, l'écologie, 2, l'éducation, 3, la santé. Frédéric Dabi. Non, mais ce que dit Mickaël est tout à fait juste. Souvent, le logement est un enjeu caché, parce qu'on parle de son pouvoir d'achat, on parle pas du logement. Mais effectivement, dans le sentiment de déclin, dans le sentiment de relégation, je n'ai pas choisi la ville dans laquelle je vis, bien sûr, la question du logement est absolument centrale. C'est vrai que les choses se détériorent, mais les Français ne le voient pas encore complètement. Il y a toujours un temps de latence. Aujourd'hui, quand on voit le triptyque des priorités des Français, c'est la santé, qui est toujours un enjeu avant Covid, qui touche énormément les Français, le pouvoir d'achat et l'inflation, et ce diptyque insécurité, terrorisme. Donc dans ce cadre-là, ce n'est pas des sujets qu'Emmanuel Macron a abordés. Vous avez raison, Émilie, sur la réindustrialisation, c'est une arme anti-déclin qui est absolument formidable pour faire dire des personnes qui sont dans un territoire, ça va mieux. Alors justement, sur la réindustrialisation, souvenez-vous, à l'époque, en 2021, quand il lançait ce fameux plan France 2030, il avait invoqué le TGV, le Concorde, le Général de Gaulle et le Pompidou. Ça fait pas très 2030, ça. Le Minitel. Non, c'était beaucoup trop en avance, le Minitel. Ça fait un peu retour aux 30 Glorieuses. Non, mais le problème, et je vais vous dire, quand j'ai écouté le discours qui dure quand même 1h15 à Toulouse, à une logorée à Toulouse hier, logorée très scientifique, très projection dans l'avenir, et en même temps, parler du Concorde, c'est pareil. Mais il n'est pas dans la vie, justement, au quotidien des Français et des Françaises. C'est ça qui manque. Parce que pourquoi pas? Et c'est bien de réindustrialiser la France. C'est bien qu'on ait eu cette prise de conscience qui est vraiment là, post-Covid. On s'est rendu compte que c'était trop dangereux de pas pouvoir produire chez nous, ne serait-ce que du paracétamol. Et puis avec les enjeux géopolitiques qu'il y a actuellement, avec les tensions dans le monde entier. C'est bien tout ça, mais il sait pas aller ramener le sujet dans la famille, j'allais dire. Il sait pas être là auprès de nous en disant... Parle aux entrepreneurs, tout simplement. Parler plus simplement. Il parle comme un chef d'entreprise, on l'a souvent dit, c'est du team building qu'il fait, c'est pas de la parlotte avec les uns et les autres comme aurait pu faire un Chirac ou quoi. Il a beaucoup de mal à cette connexion, et c'est pour ça qu'on voit ce décalage. Et c'est étrange parce que vous dites oui, alors il est décalé par rapport à ce sujet, il est décalé à l'international parce qu'il n'arrive pas à marquer des points, vous l'avez dit, il n'a pas eu beaucoup de constance sur le sujet du Proche-Orient. Donc on a l'impression d'un président qui cherche sa place comme ça, qui la trouve pas du tout au cœur du foyer des Français et des Françaises, et qui la trouve pas à l'extérieur. C'est quand même assez déstabilisant. Et comme il ne fait pas suffisamment confiance à ses ministres, bon là pour Gérald Darmanin, c'est sûr que il a peut-être fait un peu trop confiance. Là, il a eu du nez, mais voilà, il lui a peut-être fait trop confiance. À l'inverse, on a un gouvernement qui est un petit peu coincé comme ça et qui parle pas assez aux Français. Alors il y avait quand même, vous y faisiez allusion, Mickaël Bloch, tout à l'heure, un bon point dans le bilan présidentiel, c'était le chômage. D'ailleurs, il avait promis Emmanuel Macron d'atteindre le plein emploi 2027 à la fin du quinquennat. Je rappelle que le plein emploi
emploi, on considère que c'est à peu près 5% de taux de chômage. Le problème, c'est que, vous le disiez, il repart à la hausse, le chômage, et que le bilan de Macron, qui était bon sur ce sujet, risque de l'être nettement moins si ça continue. Oui, c'est bien pour ça que Bruno Le Maire est en train de pousser peut-être à une nouvelle réforme de l'assurance chômage. On sait qu'on l'a déjà réformé il y a quelques mois déjà en restreignant un peu les choses pour ceux qui sont au chômage, notamment sur l'indemnisation, la durée et les montants. Donc oui, et forcément, alors ça peut être populaire dans l'opinion parce que quand on n'est pas concerné par le chômage, on se dit c'est l'autre, il fait pas assez pour aller chercher du travail. Pour aller chercher du travail, mais c'est une bataille politique quand même qui est toujours très très compliquée de toucher aux règles de l'assurance chômage. Donc Bruno Le Maire pousse pour passer de 18 mois d'indemnisation à 12 mois. On était déjà passé il y a quelques mois de 24 à 18 quand la conjoncture économique va bien, mais on ne sait pas si c'est efficace. Le problème, c'est pas forcément que les chômeurs ne veulent pas trouver du travail. Des fois, c'est que les entreprises, quand c'est la crise économique, quand l'argent commence à manquer ou coûte plus cher à emprunter, comme c'est le cas avec les taux d'intérêt plus forts, eh bien, ils ne veulent pas embaucher, même si on a un marché du travail relativement souple. Donc, même là, sur une des questions où, objectivement, il avait plutôt réussi à avoir des résultats, son bilan risque d'être à terme terni. On verra en fonction des prochains mois. Et c'est vrai que c'est une question à double tranchant, ou en tout cas très sensible, puisqu'on se rappelle de François Hollande, qui avait promis d'inverser la courbe du chomage. Il avait réussi, mais trop tard. En janvier 2017. Voilà, ça lui avait été reproché. Émilie. Je pense que le bâton, ça suffit. Voilà. Je pense que c'est pas la bonne méthode, le bâton, l'assurance chômage. Voilà. Je crois qu'on est allé au bout de la démarche, il me semble. Et je pense que Bruno Le Maire a tort de vouloir se réattaquer à ça. Même si ça a pas fait beaucoup de remous, ni dans la société, ni nulle part. Voilà. Mais je pense qu'il y a des questions d'attractivité, parce que on sait qu'il y a des emplois qui sont pas pourvus. D'ailleurs, on sera probablement obligé, entre guillemets, d'aller chercher des immigrés pour ça. Et c'est le ministre de l'Industrie, même Roland Lescure, qui l'a dit, entre 200 et 300 000 qui seront nécessaires. Il y a des questions d'attractivité. Les jeunes veulent pas aller dans l'industrie, on en parlait. Ils veulent pas aller dans l'industrie, ça fait pas rêver. Alors qu'il y a des conditions de salaire qui sont souvent mieux que dans les services. On sait pas attirer les jeunes, on sait pas attirer les femmes parce qu'il y a aussi la question des femmes. Et je pense que le bâton, c'est plus ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les conditions sociales et de travail. Il va falloir s'y mettre, les jeunes, ils ont pas les mêmes logiciels que nous, hein. Ils veulent de l'argent, ils veulent des bonnes conditions, ils veulent un peu tout et un bon boulot. Il va falloir passer à ça. Et du sens. Donc ça fait beaucoup, ils ont raison, et ils veulent en plus des loisirs et du temps libre. Alors, ils ont raison, mais ça veut dire que la société, elle n'est pas encore prête. Et encore une fois, je pense qu'Emmanuel Macron, il est un peu vieux jeu là-dessus. Il est encore dans l'ancien temps où il faut cravacher. Il n'a pas vu qu'il y avait cette jeunesse et ces générations qui ont d'autres attentes que les nôtres. En tout cas, il ne veut pas y répondre. Il a un petit peu raté cette petite révolution culturelle. Justement, est-ce que c'est possible, Frédéric Dabi ? Est-ce qu'on peut vraiment construire ou reconstruire une popularité sur la question économique et la question du chômage ? Alors, clairement, pour Emmanuel Macron, oui, c'est quand même le président de la Ve République hors Chirac, Mitterrand de la cohabitation, qui a réussi à connaître des rebonds très forts. Dès la fin 2017, il redevient populaire avec les ordonnances sur la loi travail, au moment des Gilets jaunes, au moment du Covid. Après la retraite, lorsqu'il fait feu de tout bois, il retrouve un peu une popularité. Mais au-delà des sujets, et je reprends le mot qu'a utilisé Émilie à plusieurs reprises, il y a un problème de méthode. Les Français ne comprennent plus la méthode. Et le « en même temps », qui était un signe positif, qui était l'idée, qui était associée à du pragmatisme, l'idée qu'on prenait les meilleurs de gauche, les meilleurs de droite. Maintenant, le « en même temps », c'est associé à de l'hésitation, de la tergiversation, de l'inaction, du flou. Il n'y a pas que la loi immigration qui a du plomb dans l'aile. Les Français attendent des choses sur la fin de vie aussi. La Convention citoyenne a rendu ses résultats il y a environ un an. C'était prévu pour juin, puis pour septembre. Avec des engagements forts, enfin des promesses en tout cas. Et le pape est venu à Marseille, maintenant c'est premier semestre 2024. Tout ça, ça fait dire aux Français où est-ce que le président nous embarque, quel est le sens de son action. Et là, c'est un vrai problème, peut-être plus que les thématiques prises une par une. C'est flou, et comme disait Martine Aubry, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Merci pour ces explications instructives. On se quitte quelques instants. On se retrouve très vite pour évoquer les lumières de Hanouka qui n'ont pas vraiment éclairé l'action du président de la République. À tout de suite. Ça reste entre nous.
Radio J. Bonjour. Le 6-9, Ilana Ferradian. Retrouvez-moi tous les matins avec mes chroniqueurs et mes invités. De 6h à 9h, au menu, politique en Israël, politique en France, mais aussi culture, société, santé, judaïsme, histoire. C'est tous les matins, de 6h à 9h sur Radio J. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J. כולם מחפשים אהבה, אז איפה היא, היום אני לא מוצא את התשובה. Radio J. אז תראי, לא סוף העולם, אפשר לחייך, בחוץ יום יפה. Vous écoutez Radio J. Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Radio J, Émilie Zapalski, Frédéric Dabi, Michael Bloch, ça reste entre nous. Troisième et dernier sujet de notre débat. Alors c'est une bougie qui a enflammé la polémique. Jeudi à l'Elysée, le président Emmanuel Macron recevait la conférence européenne des rabbins qui devait lui remettre un prix couronnant sa lutte contre l'antisémitisme. Et à cette occasion, le grand rabbin Chaim Korsia, grand rabbin de France, a allumé la première bougie de Hanouka dans la salle des fêtes de l'Elysée devant le chef de l'État. Il a prononcé les bénédictions d'usage et la polémique a instantanément jailli. Des oppositions politiques qui ont critiqué à la fois une atteinte à la laïcité, une, je cite, faute politique, mais aussi le fait que le chef de l'État aurait mieux fait de se rendre à la marche contre l'antisémitisme qu'on évoquait dans le débat précédent. Et opposition politique ont fait on se montait au créneau, mais également le représentant, un des représentants les plus éminents de la communauté juive, le président du CRIF, Yonatan Arfi, on l'écoute, c'était sur Sud Radio. Donc, fête religieuse, pour nous résumer, on va pas passer toute la matinée là-dessus, mais tout de même, fête religieuse à l'Élysée, palais présidentiel, dans une république laïque, c'est une faute ? Vous savez, l'invitation ne portait pas sur... pour être précis, non. Oui, pour être précis sur ce qui s'est passé. L'invitation ne portait pas sur cette fête religieuse. Et à l'occasion de ce prix, il y a eu cet allumage de bougies. Je pense que c'est une erreur et qu'elle n'aurait pas dû se produire. Une erreur qui n'aurait pas dû se produire, c'est le président du CRIF qui dit ça. Vous êtes d'accord, Émilie ? Je pense, moi j'ai même peur que ça soit un côté transgressif d'Emmanuel Macron de dire je fais un peu ce que je veux. Je participe de toute façon à quelque chose de religieux, mais je n'y suis pas complètement. C'est un rattrapage par rapport à la manifestation à laquelle il s'est pas rendu, je pense. Une façon de dire je suis avec vous, mais c'est très malheureux. Moi je parlerai pas d'erreur, mais en tout cas de maladresse. En fait, moi, quand j'ai vu ça, j'ai pensé tout de suite à ces professeurs qui sont en première ligne sur ces sujets, souvent pas tellement aidés par l'État, et on a vu à quel point, quand on pense à ce pauvre Samuel Paty qui a disparu dans ces conditions, et moi ça m'a fait mal, je me suis dit, mais on peut pas... Il s'amusait pas, mais en tout cas, on peut pas être si imprudent avec ces sujets-là, alors qu'il y en a qui meurent pour ça. Je trouve que c'était pas sérieux, en fait. Je sais pas si c'était très léger. Frédéric Dabi. Je rebondis sur la célèbre phrase de Raymond Aron, associée au septennat de Giscard d'Estaing. Le drame de Giscard, c'est qu'il n'a pas compris que l'histoire était tragique. Effectivement, il y a du tragique. Alors, oui, maladresse, oui, rattrapage par rapport à sa non-participation à la manifestation du 12 novembre. Peut-être que, comme ça a été dit par Yonatan Arfi, ce n'était pas une cérémonie ad hoc pour cela. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que ça s'inscrit en rupture avec ce qu'attendent les Français dans leur énorme majorité, notamment les Français de plus de 30-40 ans, sur ce qu'est la laïcité. C'est une question que l'IFOP pose depuis une vingtaine d'années, notamment avec la Fondation Jean Jaurès. Pour les Français, le principe laïque, c'est d'abord séparer le religieux du politique. Est-ce qu'il y avait une séparation salle des fêtes, salon de Murat, du salon de l'Élysée, du palais ? La réponse est non. La laïcité pour les Français, c'est aussi faire reculer l'influence des religions. Du côté des jeunes, parce qu'il y a une fracture terrible entre jeunes et moins jeunes sur ce qu'est le principe laïque, du côté des jeunes, paradoxalement, ça pourrait mieux passer, parce que la laïcité pour eux, c'est assurer la liberté de conscience et assurer l'égalité et la visibilité des différentes religions. Mais honnêtement, ça, à mon avis, les Français
sont passés à autre chose. Vous voulez dire que dans l'opinion, la cette fête de polémique, Hanouka, non, la fête de Hanouka a marqué l'opinion. La fête de Hanouka n'est pas connue par tout le monde, on le sait. Et puis il y a d'autres sujets qui inquiètent plus, sécurité, terrorisme, pouvoir d'achat. Mais effectivement, ça participe d'une mauvaise petite musique sur laquelle le président a perdu la main. On est dans une ambiance de fin de règne et qu'il court après les ballons, finalement. Il sait plus trop où il habite, il court derrière les ballons, Oui, puis c'est effectivement. pas la première fois. Enfin, il a été à la messe à Marseille avec le pape. Ça, c'est pas gênant parce que bientôt, ça va être l'Aïd. Non, mais il y a un côté. Je pense que les Français et les Français sont un peu habitués à ces réactions un peu ubuesques en se disant c'est encore un coup de Macron, alors il nous fait ça. Bon, allez, on passe à autre chose. Alors, on va écouter tout à l'heure la réaction et l'explication, les arguments, le plaidoyer pro-domo du président Macron. Mais Michael Bloch, je me tourne vers vous. Je crois que vous avez entendu le grand rabbin Haïm Korsia 2 jours après cette polémique dans une synagogue parisienne, et lui il persiste et il signe et il explique que en entrant à l'Élysée, ce qui est vrai, on arrive et on a un sapin qui est, je crois que ce sont ces mots, aussi haut que l'arc de triomphe, un sapin de Noël. Tout à fait, ouais. J'étais en reportage, tout à fait, samedi soir, à la synagogue Ashkenaz et Séfarade de Vincennes. Citons-la, parce que la vidéo se trouve sur les réseaux également. Oui, alors le grand rabbin de France a dit des choses intéressantes qui, moi, m'ont pour le coup plutôt convaincu. Il a expliqué que, alors il n'a pas voulu préciser de qui de Macron ou de lui avait eu cette idée lumineuse. On s'est quand même laissé dire que c'est plutôt du grand rabbin que ça vient. Ouais. Qui a eu a priori qui a eu l'idée lumineuse, mais d'allumer les bougies. Mais à part ça, il expliquait que effectivement à l'heure où un certain nombre de Juifs de France retirent leur mezouza, leur fronton de leur porte parce qu'ils ont peur, à l'heure où aujourd'hui un certain nombre de Juifs de France ont peut-être peur de porter la kippa dans la rue ou de pratiquer leur culte librement. C'était un symbole extrêmement fort et extrêmement puissant que pour la première fois de l'histoire à l'Élysée, un palais qui a plus de 150 ans, qui a été habité pour la première fois par Napoléon III. On est cet allumage pour montrer que effectivement la laïcité, comme parfois peuvent le dire les jeunes, comme le rappelait Frédéric Dabi, ce n'est pas la négation des religions, c'est le droit pour toutes les religions d'exercer leur culte librement, pour les gens qui sont athées, d'être athées, mais ce n'est pas la négation des religions. Et moi, je dois dire que, en tout cas, cet argument et la force de ce symbole et de cette puissance et de ces lumières m'a plutôt convaincu. Et je vois, surtout quand je vois à l'international, alors je sais que la France a un concept de laïcité parfois pas compris par les autres nations et assez... voire même incompréhensible. Voilà. Ouais. Et assez unique dans le monde. Mais voilà, encore, il y a 2 jours ou hier, je ne sais plus, Joe Biden a allumé les bougies de Hanouka à la Maison Blanche. Ce qui est une tradition aux États-Unis. Tout à fait. Ils appellent ça Christnouka, je crois. Oui, quand il y a avec le sapin de Noël, mais là ils ont fait une célébration juste pour les bougies de Hanouka. Il y a également le président ukrainien en pleine guerre avec la Russie qui a allumé la première bougie de Hanouka le même soir avec les Lubavitch. Et même on a appris hier qu'en Pologne, on connaît la Pologne avec sa tradition où il y avait énormément de Juifs jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, où ils ont été quasiment tous exterminés, un pays catholique. Il y a une Hanoukia au cœur du Parlement polonais. Donc voilà. Ce ne sont pas des pays laïcs. Oui, c'est très intéressant ce que vous dites. Je ne sais pas si vous avez vu cet incident. Oui, il y a un incident, c'est d'ailleurs comme ça qu'on l'a appris. L'extrême droite polonais qui a éteint la Hanoukia avec un extincteur. Alors, on comprend votre argumentaire, mais si l'idée était plutôt de donner un message aux Juifs de France dans une période où ils sont en but à un regain d'antisémitisme, est-ce qu'il n'aurait-il pas mieux valu que le président se rende à la marche contre l'antisémitisme afin de signifier aux Français que la République était avec les Juifs de France, Émilie? Oui, moi je pense que c'était important et que ça aurait marqué les esprits. Moi, lors de cette manifestation, de voir tous ces hommes politiques réunis, ça donnait de l'émotion et ça donnait une espèce de grandeur à cette manifestation et à cette envie de dire stop, on peut pas accepter ça. Et je pense qu'Emmanuel Macron, il aurait pu au moins venir pour la photo de famille, j'allais dire, au moins faire une démarche. Et surtout, ce que j'ai pas compris, moi, c'est ses arguments.
de dire je ne vais pas me rendre chaque semaine. Bon, ça c'était pipeau, on va dire, hein, à une manifestation. Mais surtout, je n'y vais pas pour pas désunir le pays. Mais ça voulait dire quoi ? Que les gens qui manifestaient contre l'antisémitisme, ils avaient d'autres velléités, ils étaient séparés d'autres personnalités. Et ça, c'était terrible, parce que justement, il fallait aller dans cette manifestation avec cet esprit d'union nationale. Et je pense qu'il aurait été le point d'orgue pour cette union. Et en plus, moi, franchement, défiler avec le Rassemblement national, c'est compliqué. Moi, je suis allée voir, et c'est vrai qu'on avait Bardella et Marine Le Pen qui étaient en fin de cortège, un peu comme les derniers, mais qui avaient beaucoup de succès, on va dire. Je trouve que d'avoir le président, ça faisait un espèce de chapeau d'union et ça faisait un peu oublier le Rassemblement national au milieu de ça. Il l'a pas fait, il a choisi ça et il se rattrape un peu comme ça d'une manière très maladroite. Après, juste un dernier mot sur la laïcité. Il a jamais été très clair, hein. Sur le premier quinquennat, je sais pas si vous vous souvenez, on avait attendu 1 an, voire 2 ans son discours sur la laïcité. Au collège des Bernardins, c'était exactement, ça, mais on l'avait attendu très très longtemps. On ne savait pas très bien comment il se positionnait. Après, il avait utilisé Jean-Michel Blanquer peut-être pour être plus clair là-dessus. Et je me souviens d'une question posée par un journaliste où il avait répondu sur le voile. On peut pas reconnaître un bon voile d'un mauvais voile. Ça, je sais pas. Après, c'est pas le jugement sur ce qu'il disait, mais je suis pas sûre que ça corresponde aussi à ce que les Français ont envie d'entendre. Peut-être quelque chose de plus clair sur ce concept qui est assez flou en France, qui est assez compliqué. Mais en tout cas, de la part du président, un positionnement un peu plus ferme. Et d'autant plus incompréhensible cette absence à la marche qu'il avait le jour même dans le Parisien appelé tous les Français à défiler. On se souvient bien sûr de François Mitterrand en tête du cortège après la profanation de Carpentras. Ça marque. Absolument. Qui avait l'image qui est restée de cette manifestation, c'est le président Mitterrand, alors qu'il n'y était apparu que quelques minutes. Il était resté 3 minutes. Voilà. Mais il y avait la possibilité. Non, mais j'en ai déjà parlé avec mon ami Jack Lang qui m'a dit oui, il était resté peu de temps, mais ça n'avait pas fait le moindre pli. Alors même qu'à cette époque déjà, il y avait quelques tensions entre François Mitterrand et une partie des Français de confession juive et de la communauté des personnes représentatives parce qu'il avait reçu Yasser Arafat à l'Élysée. Il y avait la polémique évidemment sur ses amitiés. C'était avant. Est-ce que c'est 84 Ça apparaît un petit peu après. Ça apparaît un petit peu après. Non, par rapport à ce qu'Émilie a dit, faut pas oublier quand on travaille sur l'image d'Emmanuel Macron, l'item qui lui est le moins associé, c'est rassembleur, qui est quand même une qualité présidentielle de premier ordre. On dit que le chef de l'État doit être le président de tous les Français. On parlait de François Mitterrand, citons-le encore. 88, la France unie par rapport à Chirac, qui fracture, etc. L'État RPR, les privatisations, les copains et les coquins. Deuxième élément, et on en parlait précédemment, mais je reviens, c'est la déconnexion. Il est loin des préoccupations des Français. Moi, ce qui me fait peur, je parle presque à titre personnel, c'est lorsqu'il dit je crains de désunir le pays en venant à cette marche, mais n'est-il pas perméable à un argument qui a été entendu de la part de son conseiller occulte, je plaisante en disant ça, monsieur Yacine Bellatar, qui a dit « Nous serions tous venus à la manifestation si c'était contre l'antisémitisme et le racisme, il faut faire antisémitisme, islamophobie. » Beaucoup ont tendance à, dès qu'on parle de lutte contre l'antisémitisme, ramener sur ce terme de l'islamophobie, qui, entre parenthèses, et pour reprendre la phrase du grand Charbe, est une escroquerie, puisque c'est un mot confusant. L'islamophobie en France, grâce à la laïcité, on a le droit de se moquer de telle ou telle pratique religieuse. Moquons-nous des principes de Hanouka. C'est complètement le droit. Ce qui est interdit, c'est une haine, c'est de la discrimination sur les personne. Donc l'islamophobie, je le répète, est un terme extrêmement gênant et qui est maintenant complètement repris, notamment par la France Insoumise et une partie de la NUPES, dans le débat public. Ce qui est très étonnant, c'est qu'effectivement, cet humoriste Yacine Bellatar aurait eu l'oreille, ça reste à vérifier, mais il y a eu pas mal d'informations de presse qui sont sorties sur ce point, aurait eu l'oreille du président. Enfin, je veux dire, on se demande où il va chercher ses conseils, Emmanuel Macron, Michael Bloch. Oui, non, mais c'était extrêmement décevant, en tout cas, qu'il soit pas à la marche contre l'antisémitisme. Il a pas compris l'intensité du moment et le fait que effectivement cette marche, ça a été une réussite qui a réuni plus de 100 000 personnes à Paris, ce qui était historique peut-être depuis Carpentras 1990. Et effectivement, ça aurait été beau qu'il soit en tête de ce cortège. Après, bon, le gouvernement était largement représenté avec la Premier ministre et je crois de mémoire 25 ministres, enfin une trentaine de ministres à Paris. À Paris. Non, mais vous avez raison, mais les ministres, excepté la France Insoumise, il y avait toute la classe politique. Oui. Mais les ministres, on ne retient pas leur présence, alors que le président, évidemment, bien sûr que le symbole aurait été fort, mais je pense que effectivement,
pour Emmanuel Macron, il est peut-être un peu dans cette nouvelle vision de la laïcité, se dire d'inclure, de rassembler toutes les religions en leur montrant qu'on le respecte, que ce soit à la fois le culte juif, le culte musulman et le culte catholique, et pour ne pas justement brusquer en tout cas peut-être des jeunes qui sont peut-être plus religieux, notamment dans la partie musulmane française de la population, pour leur montrer que la République acceptent totalement la manière dont leur culte se déroule en France, tant qu'il n'y a pas de soucis. Alors il s'est défendu, le chef de l'État, par rapport à cette polémique. C'était vendredi, lors d'une visite dans la cathédrale Notre-Dame, ça ne s'invente pas. Il a totalement assumé le fait que ce rituel se soit tenu à l'Élysée, en expliquant que lui-même n'avait en rien participé ni à l'allumage ni à la prière. On l'écoute. Hier, je recevais des rabbins de l'Europe entière qui me remettaient un prix décidé il y a plusieurs mois, reconnaissant la lutte de la France contre l'antisémitisme. Et à l'issue de cette cérémonie, j'ai allumé, c'est la tradition de leur prix, la bougie du souvenir des revenus d'Auschwitz. Ensuite, c'est le grand rabbin qui a allumé les 2 bougies d'Hanouka. Je crois que là-dessus, il faut savoir raison garder. Tout ça a été fait d'ailleurs en présence de tous les autres cultes qui étaient invités, qui étaient là, et dans un esprit qui est celui de la République et de la Concorde. La laïcité, ça n'est pas l'effacement des religions. C'est le fait que chacun a le droit et la liberté de croire et de ne pas croire. La laïcité, ça n'est pas effacer les religions ou s'ingérer dans la vie des religions. Mais c'est demander, quelle que soit la religion de chacun, que les citoyens respectent absolument les lois de la République. C'est ça la laïcité. Ni plus, ni moins. Et dans ces moments, je pense qu'il faut aussi un peu de bienveillance les uns avec les autres. Un peu de bienveillance, Émilie. En tout cas, on a l'impression que vous n'avez pas très bienveillante avec le président. C'est pas ça, mais si on a besoin de justification comme ça pendant des heures, c'est qu'il y a un problème, et c'est qu'il comprend pas que les symboles, ça marque plus que des grandes phrases pour expliquer. Parce que ce qu'il dit, encore une fois, pourquoi pas, ça s'entend, mais c'est pas bien. Non, moi je me pose une question sur ce président qui arrive jamais à marquer des points là où il pourrait les marquer. On en a parlé de la fin de vie. C'est un sujet sociétal que la majorité des Français attend beaucoup plus encore que dans les années 80 et 90, on le sait, il n'y va pas. On sait qu'il y a l'industrie, on en parlait. Il y va pas, on sait pas où il va aller. Il y avait ce sujet de rassembleur vis-à-vis de l'antisémitisme contre. Il loupe toutes ces occasions, alors que on le sait, c'est un président qui veut marquer les esprits, qui veut marquer l'histoire, et il est jamais là où il pourrait être flamboyant. Moi, je trouve ça très étonnant. En retard sur tous les ballons, c'est ce qu'on disait. Moi, je nuancerais quand même. En retard sur tous les ballons depuis ce second quinquennat. Il a été bon sur le grand débat, il a été bon sur les crises. D'ailleurs, c'était le président des crises. Ouais. Moi, je fais une petite remarque. Son argument, moi, il me convainc. Il me convainc. La laïcité n'est pas l'effacement de toutes les religions. Mais il y a cependant un angle mort lorsqu'il dit tous les représentants des religions étaient là. N'oublions pas, les amis, que dans les enquêtes de l'IFOP, ça reste entre nous. Quand on interroge les Français sur bien sûr, sur la pratique religieuse, on a, selon les enquêtes, entre 30 et 40% de Français qui se disent athées, qui se disent sans religion, qui se disent agnostiques. Et donc, dans ce cadre-là, mais ces Français aussi, il faut les représenter. Et à l'époque où Jean-Luc Mélenchon n'avait pas à minima, ce comportement très problématique, il avait dit très... Vous êtes dans l'euphémisme. Voilà, il avait dit très justement, je crois que c'était au micro de Jean-Jacques Bourdin, si je ne me trompe pas, mais bon Dieu, si je puis dire, on oublie systématiquement les personnes athées qui ne croient pas en Dieu, qui ne veulent pas être abreuvées de le président a reçu des cultes, etc. Ça, c'est un angle mort, et là aussi, il pêche de ce point de vue-là, uniquement. Alors, c'est pas un point majeur, mais il compte à rassembler les Français. Michael Bloch. Oui, non, je rebondis sur ce que vient de dire Frédéric Darbé. Je pense qu'il y a en fait, la société française est en train de changer, puisqu'il y a ces 30-40% d'athées, la France qui devient de moins en moins catholique. Et de l'autre côté, on a principalement du côté des musulmans français, des gens qui sont assez religieux, beaucoup plus religieux. Toute la jeunesse, pas seulement les musulmans, je vous assure. Toute la jeunesse. Et donc, il y a une sorte d'incompréhension de choses qui ne se comprend pas. Et chez les musulmans, ça va plus loin, et ils ont tout à fait le droit, etc. Je crois que c'est 3/4 des musulmans qui pratiquent le ramadan. Voilà, donc c'est quelque chose qui est
pas de l'autre côté avec une France athée où on a une envie parfois un peu de boxer les religions, de les expulser du débat public. Il faut qu'on arrive à vivre tous ensemble en se respectant et en comprenant à quel point les cultes peuvent apporter s'ils ne prennent pas, s'ils restent dans la place qui doit être la leur. Mais voilà, Emmanuel Macron, il était à l'Élysée, on a vu la prière du grand rabbin, il n'a pas répondu amen, donc voilà, tout va bien. Émilie, on vous sentait quand même gêné par le fait que ça soit justement passé dans la salle des fêtes, qui est le lieu emblématique du palais de l'Élysée, le palais de tous les Français, si pour reprendre la formule consacrée. Pour vous, la stricte neutralité imposée aux agents de l'État a-t-elle outrepassée par le premier d'entre eux, puisque c'est quand même le chef de l'État? Oui, je pense que c'est le symbole compte. Et je pense que même si on comprend cette idée de laisser visibles les religions, de les laisser exister, de laisser les athées aussi avoir leur place, je pense qu'il faut pas en faire trop. Moi, j'ai vraiment beaucoup rigolé sur un tweet qui est passé avec un appel qui a été fait à l'Élysée d'un musulman qui dit moi je voudrais savoir si c'est possible de faire l'Aïd à l'Élysée. Et puis j'ai des copains chrétiens aussi qui voudraient faire Noël. Non mais pour la petite blague, mais je pense que Noël c'est possible à l'Élysée. Il y a un Noël à l'Élysée. Il y a même la galette des rois le 6 janvier. Si je me trompe pas. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est sérieux et que on peut pas rigoler avec ça, on peut pas être transgressif avec ça. Et j'ai l'impression que parfois, c'est ce que fait Emmanuel Macron. Encore une fois, il y a des gens qui sont morts là-dessus, sur ces questions-là. Donc, c'est pas de la rigolade, quoi. Donc, et en plus, on sait qu'on n'est pas outillé au ministère de l'Éducation nationale, on n'est pas outillé pour parler de la laïcité, de ce concept qui est en effet assez délirant, mais qu'on assume. Donc, faisons attention à ce qu'on fait. Et qui est au cœur, pardon, une phrase, et ce concept qui est au cœur de l'inquiétude de beaucoup de professeurs. Je vous renvoie à une enquête IFOP pour le CNAL, le Comité national des actions laïques, qui voit à quel point les professeurs subissent des atteintes à la laïcité. Très rapidement, Michael, vraiment 10 secondes. Non, une phrase pour conclure, encore une fois, de ce qu'a dit Raïm Corseille. C'est un argument qui était aussi plutôt convaincant. Il disait: à l'école, on n'aurait pas pu faire ce type de cérémonie, mais à l'Élysée, qui est la maison de tous les Français, c'était très bien qu'il y ait cette cérémonie, effectivement, qui a fait beaucoup parler. Eh bien, merci à tous les trois pour vos infos, explications lumineuses et vos éclairages. Nous savons tout du rejet du projet de loi immigration et des suites politiques possibles, qui vont être compliquées, de la volonté présidentielle de passer le plus vite possible à autre chose, et puis de la polémique créée par l'allumage de la première bougie de Hanouka à l'Élysée. On se retrouve la semaine prochaine en compagnie des meilleurs décrypteurs de la politique. D'ici là, bien sûr. Oui, mais encore mieux, la semaine prochaine, sans vouloir vous faire offenser. D'ici là, les amis, bien sûr, je compte sur vous et votre discrétion. Tout ce qui est à Radio J reste entre nous. Et à Radio J. Excellente soirée et à très bientôt. Radio J.